Et si je vous disais qu'il existe un art qui traverse les siècles, qui allie esthétique et savoir-faire, et qui ne cesse de nous émerveiller? Un art qui a illuminé les pages des plus beaux manuscrits de l'histoire et qui continue d'inspirer les artistes d'aujourd'hui. Cet art, c'est l'enluminure. Bienvenue dans le monde des enluminures, le podcast qui explore toutes les facettes de cet univers fascinant. Techniques, matériaux, chefs-d'œuvre, anecdotes, ici on répond à toutes vos questions, des plus basiques aux plus pointues. Alors que vous soyez passionné d'histoire de l'art ou simplement curieux, rejoignez-moi pour une nouvelle plongée au cœur du monde des enluminures. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode où, une fois n'est pas coutume, je ne suis pas seule puisqu'aujourd'hui j'accueille avec grand plaisir Evelyne de l'atelier Rêve Doré qui vient aujourd'hui nous parler d'un concept qui est particulier et propre à elle-même, qui est l'enluminure à porter. Bonjour Evelyne. Bonjour Isabelle. Merci d'être avec nous ce matin. Alors concrètement, qu'est-ce que c'est que l'atelier Rêve Doré ? Alors c'est un atelier d'enluminure que j'ai ouvert maintenant et donc où véritablement j'essaye de mettre en valeur l'enluminure sur des tableaux, mais aussi donc des créations un petit peu différentes qui permettent de faire rentrer l'enluminure dans la vie de tous les jours, voilà, pour ceux qui sont passionnés de médiéval et qui apprécient les pièces uniques qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Exactement. Quand je disais en introduction que toi tu faisais de l'enluminure à porter, ce sont des bijoux. Qu'est-ce que c'est qu'un bijou enluminé ? Alors, un bijou enluminé, c'est assez simple finalement, puisque c'est un bijou qui est entièrement peint à la main. En fait, véritablement comme un tableau qu'on aurait chez soi. Mais là, qui est ensuite donc mis sur cabochon et pour justement les porter en collier, en boucle d'oreille, en bracelet, et ensuite protégés par de la résine. Donc en fait, on a une véritable miniature peinte avec les mêmes techniques qu'au Moyen-Âge, pièce après pièce, et donc voilà, qui permettent de montrer une autre facette du Moyen-Âge, mais toujours avec ce côté historique sur la technique, mais aussi sur le style, puisqu'en fait, les motifs que j'utilise, ce sont ceux qu'on retrouve déjà dans les manuscrits anciens qui nous proviennent du Moyen-Âge. Chez soi, mais là, qui est ensuite donc mis sur cabochon et pour justement. C'est une idée qui est géniale. Comment est-ce qu'elle t'est venue ? Alors, en réalité, il y a plusieurs facteurs qui m'ont un petit peu poussée sur ce chemin-là. En fait, moi, je cherchais à faire quelque chose, en fait, à créer un produit qui soit un petit peu plus accessible d'un point de vue financier, voilà, à certains de mes clients qui peuvent pas forcément s'offrir un tableau, puisqu'on est sur une autre gamme de tarifs. Donc ça permettait, voilà, d'offrir la possibilité d'acheter des petites pièces, mais toujours peintes à la main. En fait, moi, je voulais pas faire de petites productions abordables qui soient imprimées ou voilà, fait de façon un petit peu à la chaîne industrialisée, entre guillemets. Donc, je voulais vraiment garder cette touche du fait main, de la peinture, vraiment comme une très très petite miniature. Et c'est vrai que apporter une autre dimension à l'enluminure, parce qu'on n'est pas tous très enclins à avoir un tableau chez nous, voilà, parce que c'est un élément de décoration qui est assez particulier, encore plus à notre époque. Et c'est vrai que le bijou, l'homme a toujours été fasciné par la décoration du corps à travers le bijou. C'est quelque chose qui nous fascine encore aujourd'hui, et on le voit bien dans les recherches archéologiques. Donc on a toujours eu cet attrait, cette attirance pour le bijou. Et puis, c'est vrai que dans notre production, on va dire de façon générale, que ce soit un tableau ou autre chose, on a toujours des chutes de parchemin qui nous restent. Et en fait, c'est des chutes
à part pour en faire des essais couleurs ou des essais pour de la colle, des choses comme ça, en fait, on peut pas en faire grand-chose et jeter du parchemin, c'est un petit peu, on va dire, une aberration. Donc en fait, j'avais envie de trouver, quelque chose, un type de création qui me permette de réutiliser, ces chutes et pour justement en perdre, entre guillemets, «le moins possible». Donc revaloriser jusqu'au bout, voilà, ces chutes, sur lesquelles moi je peux pas travailler en grand format. Donc c'est aussi bien un intérêt, très, technique qu'un intérêt, stylistique, voilà pour mes clients, qui souhaitent avoir un petit objet avec eux. C'est presque une démarche zéro déchet, du coup. Un petit peu, ouais, exactement. Et alors, comment fais-tu pour choisir les motifs, les modèles que tu fais sur tes bijoux? Alors il y a une grande, grande phase de recherche. Je passe mon temps, il faut compter à peu près dans mon on va dire dans mon organisation générale, tout au long de l'année, je fais de la veille de manuscrits à peu près, 1 heure par jour quand tout va bien et donc ça me permet de rechercher, de façon, naturelle, un peu aléatoire des manuscrits, voilà, à travers toutes les bibliothèques, du monde et à partir de ces manuscrits-là, en fait, qui me plaisent, que je vais moi-même enregistrer dans ma collection personnelle, je vais ensuite aller rechercher des motifs, qui peuvent, entre guillemets, «vivre par eux-mêmes», puisqu'en général, ce sont, les motifs que j'utilise, ce sont des motifs qui rentrent dans une composition, générale, donc dans une page et ils rentrent en synergie avec, voilà, d'autres motifs et donc moi, le but du jeu quand je fais des bijoux, c'est de partir un petit peu à la chasse des motifs qui peuvent, avoir une existence par eux-mêmes pour justement les valoriser d'une autre façon. Alors des fois, je fais un petit peu des arrangements au niveau des couleurs parce que ce qui marche dans une page ne marche pas forcément dans un bijou, puisqu'il y a des codes, un petit peu à respecter sur des bijoux qui ne sont pas les mêmes, sur, voilà, sur un manuscrit. Donc je fais des arrangements et puis après j'ai une autre phase, de recherche où en fait je vais redessiner les motifs qui m'intéressent. Je vais faire les essais couleurs qui vont avec et après sur ces 2 phases-là, je vois si c'est un motif qui va pouvoir, marcher ou pas du tout. Des fois, ce que je vois sur le manuscrit, je me dis: «Oh, ça va être super» et une fois dessiné, bah, par rapport à la taille, ça va pas marcher ou par rapport aux couleurs, ça va pas du tout matcher avec le format bijou. Donc voilà, pour un bijou vraiment, créé qui va vraiment, marcher, il peut y avoir, des fois, 5 autres bijoux qui n'ont pas du tout pris et voilà, les motifs, ne sont pas bons finalement. Donc tu travailles du coup avec des collections, des styles? Comment ça fonctionne en Alors, fait? au début, moi, j'ai commencé parce que très souvent dans les chez mes consoeurs dans d'autres métiers, elles fonctionnent beaucoup par collection, donc je me suis posé la question de fonctionner de la même manière. Sauf que pour moi, par rapport à ce que je veux faire, c'est, on va dire, dans mon atelier de façon générale, les collections, ça serait trop contraignant. Parce qu'en général, celles et ceux qui fonctionnent par collection, c'est ceux qui font ça tout le temps. C'est-à-dire qu'ils font quasiment du bijou, à l'année. Moi, les bijoux, c'est une partie de mon activité, c'est pas l'intégralité. Heu, donc fonctionner en collection, ça m'obligerait à y consacrer, plus de la moitié de mon temps, heu, ce qui n'est pas ma vocation. Donc en fait, je fonctionne, par entre guillemets, «par envie». C'est-à-dire que, je vais rechercher les motifs, qui me plaisent. Par exemple, quand j'ai lancé la gamme, j'ai créé, voilà, toute une sorte de 1re base de motifs et de bijoux, sans forcément, grande direction. Heu, Seulement ceux qui me plaisaient, ceux qui marchaient bien, voilà, avec les différents montages, puisque je m'occupe aussi de la partie, montage après la peinture et en fait, j'ai des sortes de phases où en fait, je vais avoir envie de créer, de créer du bijou.
Et alors dans cette phase-là, j'ai un petit peu 2 sous-phases. Je vais avoir la phase où je vais avoir envie de peindre, de sortir du motif, d'explorer l'histoire pour le bijou. Et j'ai une autre phase où je vais avoir envie d'imaginer la partie montage, créer des supports pour les bijoux qui seront créés bien plus tard. Où en fait là je vais faire des essais, voilà un petit peu plus, graphiques sur le bijou en lui-même. Et ensuite quand la peinture elle sera faite, bah, je vais essayer d'allier les 2, voir quel motif marche avec quelle monture. Donc en fait, c'est compliqué pour moi et ensuite quand la de fonctionner par collection ou par style parce que, des fois et ben, je peux passer des heures à faire des choses qui vont pas marcher et en fait, c'est très frustrant pour moi de me dire: «Il faut» par exemple, je veux sortir quelque chose, une collection ou une gamme que, sur le thème du floral ou du végétal et en fait, pour moi, ça me limiterait beaucoup parce qu'il y a je peux tomber sur un manuscrit où là, j'ai un coup de cœur et je me dis: «Oh oui, ça marche», mais ça rentre pas dedans. Donc ça me repousse ce motif-là à une autre collection et cetera. Donc voilà, je crée un petit peu au coup de cœur, en fonction de l'inspiration. En tout cas pour l'instant. Après on verra bien et puis, en fonction, voilà de mes envies, du moment, voilà, il y a des choses qui sortent, plus ou moins fréquemment, mais j'ai toujours des idées en tête, même pour après. Donc ça peut venir à évoluer, mais en tout cas, pour l'instant, je fonctionne au coup de cœur. De toute façon, on trouve tout un échantillon de styles dans tes bijoux. On va y retrouver de l'insulaire, on va y trouver du géométrique, du floral. Tu vois, même si tu n'as pas des collections, tu as quand même un choix très aussi vaste que le monde de Oui. l'enluminure d'une manière générale. C'est ça. Alors après aussi, il y a je ressens que, j'ai des clients ou en tout cas, par rapport à ce qu'ils me demandent, il y a des choses sur lesquelles je vais modifier ou je vais retravailler parce qu'en ce moment ou alors en ce moment et aussi par rapport aux endroits où je vais, on me demande des choses plus ou moins précises. C'est-à-dire que quand je vais en Normandie, quand je vais en Bretagne, on a plus tendance à me demander des motifs celtes, des motifs insulaires, voilà, parce que c'est la région qui veut ça, ils y sont très attachés. Et c'est vrai que dans ma collection, en tout cas dans ma gamme actuelle de bijoux, j'ai très, très peu de motifs, celtes parce que c'est très compliqué à utiliser, que ce soit d'un point de vue couleur ou d'un point de vue taille. Donc j'en ai peu et je me dis qu'effectivement, il y a un moment où je vais essayer d'un petit peu étoffer cette gamme-là. Donc voilà, soit d'un coup, soit, petit à petit en fonction de ce que je trouve, voilà comme dit avant. Donc effectivement, j'essaye d'aller un petit peu, de ménager, on va dire, la chèvre et le chou entre moi, ma façon de travailler et puis ce que les gens attendent aussi, un petit peu et recherchent, voilà. Parce que le but, c'est quand même qu'ils adoptent des pièces qui leur fassent plaisir, avec lesquelles ils vont avoir un attachement émotionnel, sentimental, qui va leur rappeler quelque chose de leur histoire ou, voilà, des choses qui leur plaisent vraiment. Donc évidemment, je fais un petit peu, plaisir à tout le monde. Est-ce que tu fais des pièces sur mesure, tu prends des commandes? Alors oui, ça m'arrive de faire des pièces sur mesure. Soit on part sur de la personnalisation, par rapport à un motif que je fais déjà, voilà, que je présente sur mes stands ou, sur la boutique en ligne. Donc ça peut être, changer une couleur, rajouter un élément, enlever quelque chose. Ou alors utiliser ce motif-là que je fais déjà comme base pour partir sur quelque chose de différent. Soit je vais véritablement, partir sur l'idée de mon client, qui veut quelque chose de très précis
Et donc là, je vais créer un design qui soit véritablement une pièce unique. Et donc, par ce biais-là, je m'engage aussi à ne jamais reproduire cette pièce, voilà, pour quelqu'un qui flasherait sur ce bijou si je le montre sur mes réseaux. Voilà, cette pièce est à destination d'une personne et une seule. Donc, mon client a la certitude que ce bijou qu'il possède et qu'il a acheté en sur-mesure, ça sera la seule qui existe au monde. Et alors, tu nous as expliqué que tu faisais un travail de recherche, tu fonctionnais au coup de cœur, mais comment crées-tu concrètement ce bijou? Alors, donc il va y avoir cette phase de recherche et après je vais dessiner. Je vais dessiner le motif et alors là, je vais choisir en fonction de la complexité du motif que j'ai. Ça va déjà un petit peu m'induire sur la taille sur lequel je vais travailler. Puisqu'il y a certains motifs, je vais dans mes bijoux, en général, je vais de à peu près, en termes de surface de travail, ça va de 11, 10 millimètres de large jusqu'à, on va dire au plus large, 30 millimètres. Donc, il y a certains motifs que je sais ne pas pouvoir faire en 11 millimètres et d'autres où, voilà, je sais qu'en 30, ça sera beaucoup trop gros, beaucoup trop massif, pas assez détaillé, et cetera. Donc là, déjà, je vais commencer à travailler au niveau de la maquette sur un format assez précis. Après, il y a des motifs que je décline en plusieurs tailles parce que je sais que, voilà, ils vont matcher et puis, ça me permet d'avoir une sorte de marge de manœuvre, un peu plus large en fonction, voilà, je me rends compte que ça marche mieux, une taille plus grande ou une taille en dessous. Et après ça, je vais faire un essai couleur où je vais voir si je reprends les couleurs initiales du manuscrit ou si je vais changer. Par exemple, typiquement, j'ai le seul motif insulaire, donc celte, que je propose. À l'origine, dans le manuscrit historique, il est en jaune et bleu, mais c'est un jaune qui est hyper, qui frappe assez, qui est assez prononcé. Et c'est vrai que ça aurait été visuellement trop clair, c'est-à-dire voilà, il se serait un petit peu, ça aurait été trop criard, voilà, trop, un petit peu trop frappant au niveau visuel. Donc en fait, j'ai remplacé le jaune par du orange, qui est une teinte plus chaude et qui est un petit peu moins choquante au niveau visuel, qui est beaucoup plus doux. Alors je suis partie dans un orange très chaud et pas un orange très trop lumineux pour justement éviter de reproduire la même chose qu'avec le jaune. Et donc après, là, je vais avoir toute cette partie montage où je vais justement essayer de voir le motif, quel montage va véritablement lui convenir. Est-ce que je rajoute voilà, un pendentif avec? Est-ce qu'on part plutôt sur une pièce qui va être travaillée en ensemble? C'est-à-dire, est-ce que c'est une pièce qui est soit destinée à être un collier seul, ou est-ce que je vais plutôt faire une parure avec des boucles d'oreilles? Et dans ce cas-là, il va falloir que je crée une harmonie entre le montage du collier et le montage des boucles d'oreilles pour justement créer quelque chose qui soit coordonné et assez homogène. Et puis, très souvent, je vais avoir certains bijoux où je vais un petit peu les laisser de côté. C'est-à-dire que j'aime bien, mais il y a un petit aspect de flottement où il y a quand même quelque chose où je me dis: «Je sais pas trop, je suis pas sûre», donc je vais les laisser de côté et je vais revenir dessus, quelques semaines après, 1 mois, 2 mois, voilà, où le cerveau aura déconnecté, il aura pensé à autre chose et en fait, en le revoyant dans les quelques secondes où je vais remettre les yeux dessus, je saurais si j'ai voilà, très souvent ça peut être, «Ah oui, ça marche vraiment bien» ou alors à l'inverse, «Non, non, finalement c'est vraiment une très mauvaise idée». Parce que soit mon style aussi graphique de bijoux a évolué, donc en fait ça correspond plus du tout à ce que je veux faire, ou alors, j'étais un petit peu trop en avance à ce moment-là sur ce que je faisais, par rapport à ce que je faisais et voilà, j'ai évolué jusqu'à arriver à ce style, voilà, que j'avais fait, il y a 1 mois, 2 mois et là je me dis: «Ah ouais, finalement ça marche plutôt bien».
Donc voilà, donc ça fonctionne un petit peu par phase. Donc des fois, il y a des bijoux qui peuvent rester dans les tiroirs pendant, il y en a, c'est à 1 an qui sont dans le tiroir et ils attendent. Des fois, ils peuvent se faire, des fois, ils peuvent ne jamais se faire. Donc voilà. Donc après aussi, ça dépend. Je me laisse un peu porter aussi par mes fournisseurs en fonction de ce qu'ils peuvent me proposer comme éléments, comme pendentifs, etc. Parce que vu que je ne travaille pas le métal, je suis dépendante de mes fournisseurs. Donc voilà, ça me permet aussi d'avoir une autre phase de créativité et dire ok, ah oui, ils font ça. Ah, ça va me permettre, bah voilà, avec ce motif, ça ira très bien, alors que tout seul, ce motif, il m'aurait jamais inspiré, spécialement de bijoux. Donc ça me permet aussi, voilà, d'ouvrir la porte à autre chose. Intéressant de voir le dessous et le derrière, parce que quand on regarde tous tes bijoux, on voit pas tout ça. Même Non, on quand voit dans pas ce que tout tu ça. présentes dans tes lives, on te voit faire C'est ça. cette réflexion-là. Exactement, parce que très souvent, bah, je montre la phase où en fait j'ai créé. J'ai déjà fait la phase préliminaire, donc en fait je sais que ce que je vais peindre, ça va vraiment être monté. Donc je montre pas toute la phase de recherche. Par contre, ce que je montre sur Instagram, alors pas en direct, mais à travers des posts, c'est justement d'où je pars dans le manuscrit, l'inspiration et le bijou qui en sort après une fois monté, réalisé. Donc en fait, ce que je montre vraiment en live, ça va être le côté réalisation à la chaîne, puisqu'en général, quand je fais un motif, bah, je le fais pour un petit peu en mini-série, donc de plusieurs modèles. Donc c'est ça vraiment qu'au niveau de la réalisation concrète, c'est ça que je vais plus montrer que le reste. Et alors, un bijou enluminé, est-ce que c'est fragile? Alors, ça dépend ce qu'on en fait avec. Si on le porte normalement, non, c'est pas spécialement fragile. Évidemment, moi je conseille toujours de ne pas justement le mettre voilà dans des conditions du style sous la douche, en train de pour les bagues, en train de faire la vaisselle, voilà la piscine, la mer. Parce que aussi bien pour la monture, alors j'ai une partie de ma production qui est faite sur des cabochons en bois. Donc le bois et l'eau, ça fait pas vraiment très bon ménage. Donc à éviter, puis pour éviter aussi que la résine que je coule dessus soit voilà rentre un petit peu en collision avec l'eau. Très souvent, ça rentre un petit peu en collision avec l'eau salée. Voilà, ça matche pas très très bien ensemble. Donc voilà, mais porter au quotidien, moi j'ai des clientes qui les portent, qui les enlèvent très peu. Ça marche très très bien. Et après, moi je fais aussi attention de prendre quand même des fournitures de qualité qui vont voilà, qui vont pas être hyper fragiles et qui vont pas être mauvaises pour notre corps au niveau des allergies, etc. Donc normalement, dans une situation normale, dans une journée normale, tout va bien. Ok. Et alors, du coup, est-ce que c'est cher un bijou enluminé? Alors, tout dépend de ce qu'on entend par cher, hein, parce qu'il y aura toujours du cher pour quelqu'un. Mais en soi, on est sur une gamme de prix qui est très très abordable, puisque si on prend voilà la gamme large, on va être sur une gamme de 35 jusqu'à 155 euros pour ceux que je fais donc en série qui sont directement adoptables voilà, sur les stands ou sur la boutique en ligne. Et après, quand on va sur des créations sur mesure, là, par contre, c'est une autre gamme de prix où là, on part sur une base inhérente à chaque création sur mesure pour les bijoux, qui commence à 100 euros. Donc voilà, puisque moi je fais des recherches très précises pour chaque demande, donc ça me demande beaucoup plus de temps. Et c'est du temps de recherche que je peux pas mettre à profit pour d'autres créations. Donc là, c'est comme quand je crée un tableau finalement. Donc voilà, là on part sur une base de 100 euros et puis après ça peut évoluer en fonction de ce qu'on me demande. Donc voilà, mais en règle générale, ça reste quand même des petites pièces qui sont très facilement adoptables, voilà, sans souci. C'est vrai que c'est abordable, hein, je pense que c'est une réflexion que les gens doivent se faire salon en disant mais
c'est peu cher Oui, finalement pour le temps très passé et pour le côté souvent. pièce unique. Que ces bijoux enluminés, c'est un moyen pour toi finalement de remettre l'art dans nos quotidiens modernes? C'est ça, exactement. En fait, ça permet en fait, moi j'aime bien voir le bijou et celui qui va le porter surtout comme un messager, en fait, sans forcément le conscientiser au premier abord. Mais en fait, celui qui va porter mes bijoux, outre le fait qu'il valorise un savoir-faire, qu'il valorise un travail artisanal et donc une création, française qui trouve nulle part ailleurs, il va aussi avoir ce rôle, de messager où en fait il va porter le Moyen Âge dans sa vie à lui, mais aussi à l'extérieur. Et il va permettre à ceux qui le croisent de voir de l'enluminure et de voir un art ancestral de façon détournée, de façon un peu plus moderne, mais finalement qui est toujours très actuel, très graphique, très esthétique, et qui est en fait qui est l'expression du beau par excellence, hein, puisque l'enluminure c'est l'art de la lumière, mais c'est aussi l'art du beau. On est là pour créer du beau. En fait, on n'a pas d'autres trop grandes vocations de façon assez historique. Donc, en fait, ça permet à ceux qui le portent de pérenniser un petit peu dans la conscience collective cet art-là, et donc en fait de permettre justement que l'enluminure ne soit pas perdue de vue, puisqu'on a toujours un petit peu cette image de l'enluminure qui est prisonnière dans les manuscrits qu'on ne voit jamais, sauf si on va au musée, et encore. Donc ça permet finalement d'apporter une dimension très actuelle et voilà, ce petit clin d'œil à l'histoire dans la vie de tous les jours. Et puis, j'envisage aussi ces créations-là comme de véritables tableaux. Et donc, en fait, ce sont des œuvres qu'on peut admirer, voilà, quand, vu que c'est l'éclat de lumière et l'éclat de beau par excellence, ça permet de mettre du beau dans nos vies avec des très petites pièces qu'on peut porter très facilement avec soi. Et donc, voilà, quand il y a un petit peu trop de grisaille à l'extérieur, quand on a passé une mauvaise journée, voilà, un peu de beau à admirer sur une très petite pièce qu'on a, voilà, parfois cachée un petit peu sur soi. Ça permet voilà, de faire un petit peu une incursion de lumière dans cette journée qui est assez fabuleux, je trouve, avec en plus ce côté historique qui est non négligeable. Moi, je partage tout à fait ta vision des choses. C'est aussi pour ça qu'à l'origine, j'avais fait ce site et cette série de podcasts, justement, c'est comment remettre ce beau un peu caché au cœur de nos vies. Donc, je vois que nous avons la même philosophie. Et oui. Concrètement, où peut-on trouver des bijoux? Alors, je multiplie les occasions, donc ça, ce n'est pas un problème. Alors moi, j'ai un site internet avec une boutique en ligne qui est accessible tout au long de l'année, où voilà, on peut acquérir toutes les pièces que je présente sur les salons et les événements. Donc toutes les pièces sont trouvables sur mon site internet. Et puis après, il y a justement les événements que je fais un petit peu partout en France. Donc en général sur mon Instagram et sur mon site internet, il y a toujours l'agenda des événements pour justement rappeler voilà où me trouver. Donc ça, j'en fais à peu près toute l'année, en général de mars à novembre, décembre. Je suis en événement. Et puis j'ai aussi un dépôt-vente qui est près de l'abbaye de Tournu, donc à 1 heure à peu près de Lyon, où là voilà, on trouve aussi mes bijoux, en tout cas une petite sélection, puisque voilà, je peux pas tout présenter, mais ça permet de se rendre compte en vrai si voilà, si on peut pas ou si on préfère voir en vrai avant de passer sur le site internet. Ça permet de toucher, de voir et de sentir un petit peu l'enluminure, voilà, avant de passer à l'achat. Ça tombe bien, ça va être la période des cadeaux avec les fêtes de fin d'année, donc je ne peux que vous inviter à aller voir toutes les jolies pièces que tu es en train de préparer, puisque ces derniers jours, on a vu que tu as travaillé sur la partie peinture.
C'est ça, exactement. Parce que là, j'ai trois événements qui vont arriver d'ici la fin de l'année. Donc voilà, là, plus à destination des Normands et puis du Pas-de-Calais. Mais voilà, ça sera les grands rendez-vous de cette fin d'année, justement, pour cette occasion particulière, des cadeaux de fin d'année, soit pour soi-même, soit pour les amis, la famille, voilà, de façon générale. Et il y a même des modèles pour les hommes, puisqu'il y a des boutons de manchette aussi. Messieurs, vous pouvez Exactement. aussi vous faire plaisir. C'est ça. Donc j'ai un petit peu étoffé la gamme parce qu'on m'en demandait, voilà, on me demandait des bijoux pour hommes assez régulièrement. Donc j'ai sorti des boutons de manchette que d'ailleurs je suis en train de d'étoffer au niveau des motifs. Et puis il y a des bagues qui vont sortir pour la fin d'année, qui seront aussi pour des hommes. Et puis les bracelets que je fais, certains sont assez unisexes, donc ça permet, voilà, j'ai pas mal d'hommes qui m'en achètent ou des compagnes qui offrent pour leurs compagnons. Donc voilà, c'est assez plaisant de voir qu'aussi les hommes sont très férus de ce genre de bijoux. Voilà, Le beau est unisexe, en fait. Tout va c'est bien. ça, exactement. Bon, en tout cas, merci beaucoup, Evelyne, pour ce moment de compagnie, pour nous avoir présenté les dessous de ton atelier et surtout cette superbe collection de bijoux que moi je trouve fascinante. Donc, un grand merci à toi. Bah, merci beaucoup, Isabelle, c'était un grand plaisir. Et voilà, notre exploration du monde des enluminures s'achève. Mais il reste encore tellement à découvrir. Si vous avez envie de continuer à plonger dans cet univers fascinant, si vous vous posez encore 1001 questions, alors je vous invite à vous abonner à la Lettre d'Or, la newsletter mensuelle dédiée au monde des enluminures. Chaque mois, vous y trouverez des sélections, des liens, des vidéos et même l'avancée de mes propres travaux d'enluminure. Pour vous abonner, rien de plus simple. Le lien est en description. Alors, prêt à illuminer votre boîte email ? À très vite!